17h à Dubaï. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité et les titres. Le Mali veut renforcer son arsenal judiciaire pour mieux combattre l'impunité. Un nouveau pôle judiciaire spécialisé est en gestation. L'avant-projet de la future structure est en débat. Les échos dans cette édition. C'est le chiffre du jour, plus de 775 millions de francs CFA investis dans le projet de renforcement des acteurs humanitaires locaux, avec à la clé l'assistance des ménages en kits alimentaires et en transfert cash. Les acteurs du projet sont réunis pour un exercice d'évaluation. Le Niger engage des poursuites judiciaires contre le géant de l'uranium Orano. Niamey accuse l'entreprise française d'avoir provoqué une catastrophe écologique dans le pays. La jeunesse africaine doit rester sur le continent pour transformer ses idées en succès économique. C'est le message lancé par le président du Botswana depuis Dubaï aux Émirats Arabes Unis où se tient un sommet sur la jeunesse. L'Iran et les États-Unis se rencontrent demain vendredi pour des pourparlers. Le ministre iranien des Affaires étrangères l'annonce et la Maison-Blanche confirme des discussions qui s'annoncent difficiles. On vous explique pourquoi. 2 Maliennes figurent parmi les arbitres conviés au cours de préparation au Caire en Égypte avant la phase finale de la CAN féminine. Ici au Mali, on s'intéresse à la réserve en lutte traditionnelle dans la leçon du sport. Quand vous accédez aux données personnelles d'un individu sans son consentement, vous commettez une infraction grave. La pratique expose le contrevenant à des sanctions financières importantes pouvant aller jusqu'à 60 millions de francs CFA. On en parle dans la chronique judiciaire en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Il y a 15 jours exactement que 3 hôpitaux du Mali ont été dotés de centrales d'oxygène. Véritable soulagement pour les personnels, surtout pour les patients, car cette substance manquait cruellement dans ces structures sanitaires. Moins d'un mois après l'installation de ces usines, les résultats sont déjà palpables. Le constat de Baraki Sawatara. Bien plus qu'un simple gaz, l'oxygène est le carburant essentiel pour la survie de l'homme. Pourtant, l'approvisionnement en ce médicament vital était encore un défi auquel nos hôpitaux faisaient face jusqu'à ce 22 janvier 2026. Drissa Diarra, directeur général de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Au niveau de l'hôpital de dermatologie, et comme pratiquement dans beaucoup de structures sanitaires au Mali, alors il y avait des difficultés énormes par rapport à l'approvisionnement en matière d'oxygène médical. Professeur Laïtouri, directeur général du CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Kati est un hôpital qui reçoit différents patients. En moyenne, nous recevons en urgence 40 000 patients dans l'année et 75% de ces patients bénéficient d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est pour vous dire combien l'oxygène est important pour le CHU de Kati. En effet, il y a exactement 2 semaines, la ministre de la Santé et du Développement social a inauguré 3 usines d'oxygène destinées au CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati, à l'hôpital de dermatologie de Bamako et à l'hôpital Foussine Daou de Caille, faisant ainsi de l'oxygène une ressource inépuisable pour nos hôpitaux. Aujourd'hui, l'impact est plus que satisfaisant. Professeur Laïtouré, directeur général du CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Ce qui est important, c'est que ces 2 usines sont complémentaires. Il y a l'une qui permet la production d'oxygène et en même temps permet d'approvisionner à partir du réseau d'extension des fluides les 12 services dont le besoin se fait sentir. Et la deuxième usine permet la production d'oxygène et qui permet en 20 heures de remplir environ 10 obus. Donc c'est pour vous dire, on produit, pendant que la production se fait, l'oxygène est utilisé et dans le même temps, il y a une deuxième usine qui permet non seulement de produire, mais de faire le stockage dans les obus. Drissa Diarra, directeur général de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Au niveau de l'hôpital de dermatologie, nous avons commencé déjà à sentir l'impact positif de ces équipements, puisque nous avons commencé déjà à nous approvisionner en matière d'oxygène médical sans problème. Et d'autres structures d'ailleurs commencent à venir s'approvisionner chez nous. Donc du coup, je suis convaincu et je suis prêt à le dire à qui veut l'entendre que nous avons été vraiment soulagés, aussi bien que nos patients. Si l'accès à ce médicament invisible a été pendant trop longtemps une course contre la montre pour les hôpitaux maliens, aujourd'hui, l'heure de la souveraineté sanitaire semble sonner. Avec l'acquisition de ces 3 centrales d'oxygène, c'est un souffle nouveau pour la santé
au Mali. Oui, le Mali également engagé à renforcer sa justice pour mieux lutter contre l'impunité. C'est dans cette dynamique qu'un nouveau pôle judiciaire spécialisé est en gestation. L'avant-projet de la future structure est en débat à la faveur d'un atelier ouvert hier à Bamako. La réflexion réunit magistrats, experts et partenaires, nous rapporte Moussa Kamara. Il s'agit d'une étape déterminante dans la réforme du système judiciaire. Pendant plusieurs jours, les acteurs de la justice et les spécialistes du droit se réunissent pour travailler à la création d'un pôle judiciaire foncier, conçu comme un levier essentiel de modernisation et de renforcement de la crédibilité de l'appareil judiciaire. Initié par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Dr Boubacar Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'objectif de cet atelier est de soumettre à votre examen les avant-projets de textes relatifs au pôle judiciaire foncier. Il s'agit donc pour vous, chefs de juridiction et de parquet, magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers commissaires de justice, experts judiciaires, de passer en revue les différents projets de textes, formuler les observations tant sur le fond que sur la forme, faire des propositions d'amélioration pour la finalisation afin d'aboutir à une validation objective des 10 problèmes. Pour les autorités, ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique de consolidation de l'état de droit et de restauration de la confiance des citoyens envers la justice. La création du pôle judiciaire foncier permettra une meilleure coordination dans le traitement des dossiers fonciers, une homogénéité de l'implication des acteurs judiciaires intervenant dans le domaine foncier, une simplification des procédures en matière foncière et la diligence dans le traitement des dossiers, une gestion centralisée des dossiers judiciaires en matière foncière, une spécialisation des acteurs judiciaires, une harmonisation des décisions. Ces travaux constituent une étape décisive vers la mise en place d'un dispositif judiciaire plus performant, efficace, moderne et plus proche des citoyens, capable de répondre aux enjeux fonciers avec rigueur. Voyons à présent ce qui se passe hors des frontières maliennes. Première destination, le Niger, qui engage des poursuites judiciaires contre le géant de l'uranium Orano. Le ministre de la Justice, Aliou Daouda, accuse l'entreprise française d'avoir provoqué une catastrophe écologique dans le pays, déplorant la contamination des terres nigériennes par des déchets toxiques engendrés par l'exploitation minière. Il mentionne la présence de près de 400 barils de déchets radioactifs. Au même moment, les autorités libyennes annoncent l'ouverture d'une enquête après l'assassinat mardi de Seif al-Aslam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Il a été tué à Zindan, dans le nord-ouest de la Libye. Le parquet indique l'envoi d'experts médicaux locaux sur place. Les enquêteurs vont tenter d'identifier les auteurs du meurtre tout en recueillant les témoignages des personnes susceptibles d'éclairer les circonstances de l'attaque. Une autre attaque majeure, cette fois-ci au Nigeria. Elle a fait au moins 162 morts dans le village de Woro, dans le centre-ouest du pays, selon la Croix-Rouge. De son côté, le gouverneur de l'État de Kwara a évoqué 75 personnes tuées. En réaction, le président Ahmed Bola Tinubu a ordonné le déploiement d'un bataillon de l'armée dans la circonscription de Kaïma. En attendant le déploiement de cette force, les Émirats arabes unis accueillent un sommet sur la jeunesse à Dubaï. L'objectif est d'encourager la jeunesse africaine à entreprendre sur le continent. Le président du Botswana, Douma Boko, a lancé un message fort aux jeunes Africains. Je cite: « Restez sur le continent pour transformer vos idées en succès économique ». Fin de citation. Mais pour cette réussite profite à tous, il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance plus transparente et intègre. Pendant ce temps, la Turquie et l'Égypte renforcent leur coopération. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était hier au Caire où il a rencontré son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de parvenir à une trêve humanitaire aboutissant à un cessez-le-feu au Soudan et de préserver les institutions de l'État. Au cours de cette visite, le Caire et Ankara ont conclu 18 nouveaux accords après une dizaine déjà signés en 2024. Ils concernent notamment l'économie, la sécurité et la défense. En revanche, une crise diplomatique semble ouvrir entre la Russie et l'Allemagne. Le ministre russe des Affaires étrangères annonce ce jeudi l'expulsion d'un diplomate allemand en réponse à une mesure similaire selon un communiqué. Le texte indique que Berlin porte l'entière responsabilité de la nouvelle escalade dans les relations bilatérales. Les relations bilatérales, on en parle avec le dirigeant chinois qui s'est entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis avec le président américain
américain Donald Trump lors d'une visioconférence. Xi Jinping a appelé à la coopération bilatérale avec Moscou dans l'intérêt de la stabilité mondiale. Il a souligné l'importance du respect mutuel auprès de Donald Trump pour régler les différends entre la Chine et les États-Unis. De son côté, le locataire de la Maison-Blanche a assuré que la relation des États-Unis avec la Chine était extrêmement bonne selon ses propres termes. Enfin, en Iran, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé hier que des pourparlers avec les États-Unis se tiennent vendredi à Oman, en péninsule arabique. La Maison-Blanche confirme la tenue de ces pourparlers qui semblent difficiles. Téhéran a clairement déclaré qu'il n'était pas question de négocier sur son programme balistique et ses capacités militaires. Or, Washington exige qu'il réduise la portée de ses missiles à moins de 500 km. Retour ici au Mali et partons à San où le projet renforcement des acteurs humanitaires locaux clôture ses activités en juin prochain. À 5 mois de l'échéance, les acteurs en charge de sa mise en œuvre observent une pause pour évaluer les activités réalisées, parmi lesquelles l'assistance des 1500 ménages en kits alimentaires et en transfert cash, ainsi que la réhabilitation de 3 pompes à motricité humaine au niveau des communes d'intervention. Le tout financé sur le budget du projet dont le montant s'élève à plus de 775 millions de francs CFA, nous dit Idrissa Kone. Le projet GEFOFO est financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à hauteur de 775 669 153 francs CFA. Pour les ONG Adra Mali et AFAD chargés de sa mise en œuvre, cette revue annuelle 2025 est un exercice vital. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif ONG AFAD. Il s'agira de partager les activités réalisées, les progrès réalisés, les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet ainsi que les perspectives et les défis à relever pour le reste de la période de mise en œuvre. Échanger sur le contexte humanitaire du pays et faire un rappel sur les principes humanitaires. Mamadou Diakité, chef de projet GEFOFO. À ce jour, nous avons 6 comités de premiers répondants à renforcer opérationnels à travers les 5 communes. Nous avons 6 plateformes de femmes à renforcer opérationnels sur le terrain. Il y a eu l'assistance de 1500 ménages en kit alimentaire et en transfert cash au niveau des 5 communes d'intervention. Il y a également l'appui aux communes en caisse à outils dans le cadre des infrastructures. Et aussi, à ce jour, il y a eu la réhabilitation de 3 PMH, pompes à motricité humaine, au niveau des communes d'intervention. Ces résultats passés au pain fin sont jugés satisfaisants, d'où ces plaidoyers des autorités locales. Rémi Koulibaly, porte-parole des communes bénéficiaires. Entre nous, on avait des déplacés internes massifs et que vraiment les vivres cash que le projet GEFOFO a donné à ces déplacés et leurs hôtes, vraiment, c'était immense. Khalifala Koulibaly, préfet par intérim du cercle de Tominian. Et vers juin, on va aller vers la fin de ce projet. Et l'appel que j'ai à lancer aux bailleurs, c'est vraiment si on peut avoir une deuxième phase du projet GEFOFO pour le bonheur de nos populations, pour renforcer la résilience de nos populations. Sans Idrissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. 13h12 à Bamako. Dans l'actu des sports, on parle de la CAN féminine avec cette bonne nouvelle. 2 Maliennes figurent parmi les arbitres conviés au cours de préparation avant la phase finale de ce rendez-vous continental. Ces cours se tiennent du 15 au 20 février 2026 au Caire en Égypte. Pendant ces temps, se poursuit ici à Bamako le tournoi de handball cadet filles et garçons du district qui joue sa 2e journée. On en sait davantage dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Handball, le tournoi cadets filles et garçons du district de Bamako se poursuit à la faveur de la 2e journée. Chez les filles, le centre omnisport de la FIABou COL affronte cet après-midi le centre Maïga Base sur le terrain de COL. Sur le terrain de la commune 2 à 15h30, les garçons du centre Tiga Ouedrago jouent contre la commune 2. Et à 17h, le centre omnisport de la FIABou en découdra avec le centre Maïga Base. Football, CAN féminine 2026, 2 Maliennes figurent sur la liste des arbitres conviés au cours de préparation. Il s'agit de l'arbitre assistante Fanta Kone et de l'arbitre central Alima Diara. Ce stage de 5 jours organisé par la CAF permettra à nos représentantes ainsi que leurs homologues africaines de parfaire leurs compétences, de peaufiner leurs conditions physiques et de maîtriser les règles du jeu lors des grandes compétitions africaines. Il permettra également aux instructeurs de la CAF d'évaluer les arbitres centrales, assistantes et arbitres de la VAR.
À l'issue du stage, les meilleurs seront retenus pour garantir la qualité de l'arbitrage pendant la compétition. Football toujours, CAN Maroc 2025, la réponse officielle du Maroc aux sanctions de la CAF tombe une semaine après. En rapport aux incidents ayant illustré la finale de la CAN 2025, la Fédération royale marocaine de football est sortie de son silence. Insatisfaite, elle entend faire appel des sanctions de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué publié mardi, la Fédération royale marocaine de football exprime sa volonté de faire appel des sanctions prononcées par la Confédération africaine de football. Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football a été sanctionnée d'une amende de $200 000 pour le comportement des ramasseurs de balles qui ont dérobé la serviette du gardien sénégalais, ainsi que de $100 000 supplémentaires pour l'attitude jugée inappropriée des joueurs et membres du staff accusés d'avoir envahi la zone d'intervention de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. En plus de $15 000 d'amende pour l'utilisation de lasers par des supporters. 2 matchs de suspension, 1 pour Achraf Hakimi et 3 pour Ismaël Saïbari. À l'inverse, la Fédération sénégalaise de football, pour le moment, a choisi de ne pas faire appel des condamnations prononcées par la CAF. Et les jours à venir nous édifieront davantage. En attendant, cet autre sport qui reste très populaire en Afrique de l'Ouest et symbolise la bravoure, l'honneur ou encore la cohésion sociale. Il s'agit de la lutte traditionnelle. Cette discipline, comme les autres, est régie par des règles. Dans la leçon du sport ce jeudi, on s'intéresse surtout à la réserve en lutte traditionnelle. Isaac Tchenou nous en parle. La lutte traditionnelle est l'un des sports les plus anciens. La lutte présente généralement des règlements simples et adaptés. La réserve est autorisé dans ce sport, mais se passe dans des conditions précises. Demba Dansoko, président des arbitres à la Fédération malienne de lutte, explique. Les réserves se font avant la rencontre pour la qualification des lutteurs. Sur la qualification des lutteurs, l'état de l'air des combats, là où on fait le combat, les réclamations portent sur la violation des règles au cours des compétitions et des combats. Seul le plaignant a le droit de formuler une réserve ou une réclamation. Les réserves et les réclamations sont dictées par le plaignant et consignées par l'arbitre sur la feuille de match en présence du capitaine ou de l'entraîneur de l'équipe adverse. La réserve ou la réclamation est toujours accompagnée d'une caution, nous dit Demba Dansoko. Pour être recevables, elles doivent être accompagnées d'une caution de 25 000 francs CFA. Cette caution revient à la commission d'organisation, quels que soient les résultats et quelle que soit la délibération. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte traditionnelle obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et définissent sa pratique. Chronique judiciaire. Savez-vous qu'accéder aux données personnelles d'un individu sans son consentement est une infraction grave? Eh bien, la pratique est punie par la loi et expose le contrevenant à des sanctions financières importantes, pouvant aller jusqu'à 60 millions de francs CFA avec une peine de prison. C'est dire que les données personnelles constituent un petit jardin privé que nul ne doit violer. Plus d'explications dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Courant et souvent banalisé, l'accès au contenu d'un téléphone ou de tout autre appareil électronique sans le consentement de son propriétaire est pourtant interdit. La loi est sans équivoque qu'il s'agisse de récupérer des informations ou de satisfaire une simple curiosité. L'intrusion dans les données d'autrui constitue une infraction pénale et cette violation n'est pas sans conséquences juridiques. Koulibaly Mariam Maïga, maître de conférence, enseignante-chercheur à l'université Kourkanfouga de Bamako. Au regard de l'article 65 alinéa 1er de la loi de 2013 modifiée sur les données à caractère personnel au Mali, sont punis d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs le fait d'accéder sans autorisation ou de façon illicite aux données personnelles mettant en cause les droits fondamentaux, les libertés individuelles ou la vie privée. Et le Code pénal de 2024 aborde les sujets dans la même lancée en disposant dans son article 512 que quiconque accède ou tente d'accéder frauduleusement à tout ou partie d'un système d'information est puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Et lorsqu'on prend les articles 4 à 11 de la loi de 2019 sur la cybercriminalité, qui se retrouve cette fois-ci dans le Code pénal de 2024 à la suite de la réforme, on voit que les sanctions vont de 5 millions jusqu'à 50 voire 60 millions de francs
avec une peine privative de liberté. Il convient de rappeler que la loi protège également les données contenues dans un téléphone, y compris lorsque celui-ci est perdu ou ramassé dans un espace public. Le fait de ramasser un téléphone portable ne vous fait pas propriétaire ou titulaire de ce téléphone. Vous n'avez ni le droit de l'allumer, ni le droit de le fouiller au cas où par hasard vous l'allumez, et aussi pour continuer de chercher à copier, à transférer, à falsifier, à modifier, à supprimer les données qui y sont contenues. La loi impose des limites claires, incluant le cadre d'une réparation. Un réparateur n'est en aucun cas autorisé à consulter le contenu d'un téléphone sans le consentement de son propriétaire. La personne qui répare le téléphone d'une autre personne est tenue au respect de la loyauté, est tenue à la transparence. Ça veut dire que vous avez convenu de réparer telle ou telle partie. Normalement, vous ne devez pas vous aventurer dans le système d'information de la personne. En vous aventurant dans des parties qui ne concernent absolument pas la réparation, vous faites une émission. Et donc, vous pouvez tomber sous le coup de l'accès frauduleux ou l'accès illégal aux données d'autrui. Mais qu'en est-il dans le cadre d'une relation conjugale? Est-il légal d'accéder au téléphone de son partenaire? La vie en couple n'est pas un boulevard qui donne vraiment libre cours à toutes les actions, surtout lorsqu'il s'agit du cyberespace. Parce qu'à ce niveau, il faut retenir qu'au-delà de la vie privée conjugale, il y a la vie privée professionnelle, par exemple. Il y a des éléments de la vie, des données financières. Il y a des données sanitaires, peut-être que votre conjoint ne voudra pas qu'en ce moment précis, vous découvrez. Mais en vous aventurant dans le téléphone de manière frauduleuse, à son insu, vous allez le découvrir, ce qui peut aussi avoir d'autres conséquences, troubler la quiétude du couple ou du foyer. En principe, toute immixtion dans les données personnelles d'un tiers demeure répréhensible. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions encadrées. Les autorités judiciaires qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, peuvent chercher des données sur des auteurs d'une infraction. Et donc, dans ces cadres-là, ils peuvent demander à une autorité bien déterminée de leur fournir certaines informations. En somme, le téléphone, à la fois jardin secret pour les uns et véritable coffre-fort numérique pour les autres, constitue un bien personnel d'une valeur considérable. Tout accès non autorisé à son contenu expose son auteur à des sanctions pénales. Ainsi, la prochaine fois que votre regard se posera sur un appareil électronique qui ne vous appartient pas, posez-vous cette question: ai-je réellement le droit d'y accéder? Car derrière chaque écran se cache une vie privée que la loi protège avec fermeté. Oui, chacun de nous sait désormais comment se comporter face aux données personnelles. Merci Garibou Pérou pour ces explications qui mettent d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Absé Traoré et Fousseni Sissoko qui assure la mise en onde. Retrouvez ce journal sur les plateformes digitales de l'EATM grâce à Badi Touré à la mise en ligne. C'était au micro Bourama Traoré. Astan Tangara s'installe juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.